Ici Sylvain Lamarche et bienvenue à l'émission Justice citoyenne. Comme vous le savez, Justice citoyenne est une émission qui invite la participation des citoyens ainsi que des multiples intervenants des organismes communautaires qui sont voués à la défense et à la promotion des droits dans le domaine de la santé et dans le domaine du travail. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies professionnelles pulmonaires ainsi que des maladies occasionnées par des produits neurotoxiques. La loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles prévoit une annexe déterminant et définissant des maladies professionnelles qui sont liées à des agents contaminants ou à des produits toxiques qui permettent aux travailleurs qui sont exposés à ces produits de se soumettre des réclamations en vertu de la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles. Alors, pour nous parler plus précisément des maladies professionnelles pulmonaires et neurotoxiques aujourd'hui, nous avons invité le représentant de la Fondation pour l'aide aux travailleuses et aux travailleurs accidentés, M. Casey. Bonjour. Bonjour. Donc, la Fédération des accidentés, de l'aide aux travailleuses et travailleurs accidentés, ça existe depuis combien de temps? Ça a été depuis 1983. C'est Michel Chartrand qui avait parti ça avec le docteur Banville. Et puis, à un moment donné, c'est greffé Claude Pétel dans les mêmes années. C'était un représentant des travailleurs chez GM. Ça a été d'ailleurs le premier, Claude, ça a été le premier qui a fait de la représentation pour des travailleurs accidentés devant la Commission des affaires sociales à l'époque. La FATA, c'était devenu nécessaire parce qu'il n'y a aucun organisme qui représentait les travailleurs accidentés. C'était excessivement coûteux de poursuivre devant la Commission des affaires sociales, soit avec des médecins experts. Donc, la FATA fournit encore un service de représentants et puis de secrétariat médical pour nous aider à comprendre. Donc, quels sont plus précisément les services que la FATA offre aux accidentés du travail? Service de consultation. OK. Si quelqu'un a un problème, il appelle. Une consultation, c'est gratuit. Il faut nous expliquer un petit peu son dossier. S'il y a eu des refus, s'il y a des réclamations à faire, on va l'assister là-dedans. Mm-hmm. Et puis, finalement, on va faire une étude de dossier. Puis, s'il y a de quoi faire avec le dossier, on va recommander que personne fasse faire une expertise, puis après ça, ça va être la représentation dans la commission des lésions professionnelles, expliquer les délais, expliquer les contestations devant les bureaux de révision, les révisions administratives, puis finalement, service d'accompagnement. Donc, quelle problématique présentement la FATA constate au niveau de la CSST ou de la gestion de la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles? Le gros problème, c'est que la CSST actuellement, je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin dans les journaux, il y a un surplus de 540 millions, puis ça se fait sur le dos de quelqu'un, ça. Ça n'arrive pas gratis. Puis ce qu'on constate... Donc, ce que vous nous dites, c'est que la CSST, qui vit essentiellement des cotisations des employeurs, a un surplus budgétaire de 540 millions dans le budget d'opération de l'année passée, avec surplus de 540 millions, là, avec des revenus de 1,3 milliard. Donc, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui va être, je ne sais pas, ça va probablement paraître, ils vont diminuer les cotisations des employeurs. En tout cas, je ne sais pas comment ça va être redistribué, mais cet argent-là, elle devrait être remis aux travailleurs. Puis le gros problème actuellement qu'on a, des dossiers qu'on fait de façon régulière, c'est toute la réadaptation. Au niveau de la réadaptation? Le gros problème, c'est ça. On donne des emplois bidons, que les assembleurs de petits objets, là, ça se donne à tonnes, à des travailleurs qui ne seront jamais capables de l'occuper. Puis ces gens-là, après 1 an de recherche d'emploi, qui est souvent infructueux, parce que les gens sont trop poqués, ils se retrouvent sur l'aide sociale. Donc, vous trouvez que les sommes au niveau de la CSST devraient être davantage réinvesties dans la réintégration et la processus de réadaptation professionnelle et nouveau médical aussi? Puis là, la solution, eux autres, c'est leur discours, c'est toujours la solution la plus économique. Donc, la solution la plus économique, ça veut dire pas de formation. Ça veut dire le salaire de l'emploi convenable va être le plus proche du salaire de l'emploi que le travailleur est obligé de quitter parce qu'il était lésé. Ce qui diminue l'indemnité de réduite. Il n'y a plus de l'IRR réduite, on n'en parle pas, ou si peu, c'est 80$ aux 2 semaines. On est en train de créer une génération d'assistés sociaux puis des travailleurs qui étaient productifs.
Ça, c'est scandaleux. Ça n'a pas de bon sens. Donc, on parle au niveau du système d'indemnisation. C'est ça. Ça, c'est là. Puis la réponse qu'ils ont, bien, ils vont toujours pour la solution la plus économique. La solution la plus économique, bien, ils ont trouvé des trucs. Il y a des firmes qui se sont spécialisées là-dedans pour identifier des emplois qui, somme toute, n'existent pas. Des emplois théoriques, mais qui existent. Ce qu'on appelle convenable. Ouais. Avant ça, c'était gardien de sécurité. À un moment donné, gardien de barrière, mais il n'y avait plus assez de barrières pour le nombre de gardiens de barrière qu'ils ont nommés. Ça fait que là, c'est assembleur de petits objets. Ça, c'est la grosse vogue de ce temps-là. Mais on n'est pas, excusez-moi, mais on n'est pas en Chine. Fait qu'il n'y en a pas tant que ça de petits objets à assembler. Donc, on va revenir aux petits objets, justement, avec les matières plastiques. C'est ça. Merci. En vertu de la section 5 de l'annexe 1 de la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, un travailleur pourra bénéficier de la présomption s'il est atteint d'une maladie professionnelle et s'il démontre qu'il est atteint d'une maladie pulmonaire dans la mesure où il démontre qu'il exerce un travail impliquant une exposition à des poussières d'amiante, organiques ou inorganiques. Les maladies pulmonaires sont soumises à une procédure particulière d'évaluation selon les articles 226 à 233 de la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Le travailleur devra établir le diagnostic d'amiantose en démontrant qu'il a été suffisamment exposé aux poussières d'amiante et qu'une radiographie pulmonaire démontre des anomalies suggestives des lésions amyocytiques. Afin d'évaluer le caractère suffisant de l'exposition à l'amiante, il faudra considérer la durée et le degré d'exposition. Mentionnons que l'article 272 de la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, que le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou s'il en décède, doit produire sa réclamation dans les 6 mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou de la succession que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou s'il en décède. Dans les milieux de travail, on trouve des centaines de substances chimiques. Certaines peuvent exercer des effets toxiques sur le travailleur, que ce soit au niveau sanguin, hépatique, rénal, cardiovasculaire ou du système nerveux. Les substances neurotoxiques devraient faire partie d'une priorité en santé et sécurité du travail. Ils sont identifiés par la CSST. Dans ce contexte, et afin de soutenir la prise en charge des milieux de travail dans l'identification des facteurs de risque et de prévention, les substances ont été réglementées dans le règlement sur la santé et la sécurité du travail qui peuvent exercer un effet neurotoxique chez les travailleurs. Ces substances sont présentées dans le document de la réglementation et dans la liste qui apparaît à l'écran. La notion d'intoxication prévue à l'annexe 1 doit être interprétée de façon à inclure l'intoxication aiguë ou chronique. De plus, il n'est pas nécessaire pour l'application de la section 1 de l'annexe 1 de la loi que le médecin du travailleur pose strictement le diagnostic d'intoxication, surtout s'il s'agit d'une intoxication chronique sans avoir la confirmation d'une exposition suffisante aux produits toxiques. Par conséquent, si le travailleur démontre que l'exposition à la substance toxique a été suffisante pour être la cause plausible de la maladie diagnostiquée, alors cette maladie constitue une intoxication au sens de l'annexe 1 de la loi et le premier élément de la présomption a été prouvé. Donc, on sait qu'au niveau de la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles, il existe là un processus d'indemnisation pour les personnes les travailleurs qui sont victimes de maladies pulmonaires professionnelles. On a parlé d'amiantose, de silicose et de mésothélium. Et il existe aussi un processus d'évaluation médicale approprié pour ce genre de maladies professionnelles-là. Donc, quels sont les secteurs qui sont le plus touchés au niveau des maladies pulmonaires professionnelles en ce qui a trait à l'amiantose et au mésothélium? Bon, contrairement à la croyance populaire, où on pense que c'est seulement des gens qui ont travaillé, soit dans les mines, asbestos, ces choses-là, actuellement, ces mines-là, premièrement, sont presque toutes fermées. Actuellement, le gros problème, c'est comme c'est la génération qui suit, soit des plombiers, des électriciens, des démolisseurs, des gens qui travaillent avec ces produits-là, ces sous-produits-là, qui sont moins au courant, ils sont peut-être moins aptes à se protéger. Et ils ne savent pas tous la provenance de leur fabrication ou du lieu de travail à l'intérieur duquel ils travaillent. Puis à un moment donné, ces gens-là se déclarent jeunes, 40, 42, 45 ans, avec des problèmes de cancer de poumon, ou c'est diagnostiqué comme de l'asthme, peu importe les diagnostics qui viennent. Donc, il y a un problème du diagnostic. Le problème du diagnostic.
Puis les médecins sont comme la nouvelle génération de médecins. Ils n'ont pas vécu les changements qu'on a vécus en 76, 77, 78. Ils sont peut-être moins conscients aussi d'orienter la recherche dans le sens d'une maladie causée par ces produits-là. C'est le problème pour identifier la maladie, puis faire finalement une relation avec le travail du monsieur, le travail de l'individu. Je parle d'un monsieur, mais ça peut être aussi bien des femmes. Donc, c'est au niveau de l'investigation médicale qu'on constate. D'abord, il faut d'abord que le travailleur lui-même soit capable d'identifier comme il faut les lieux sur lesquels il a travaillé, définir les endroits où il a travaillé, avertir aussi de son médecin, informer son médecin de son Puis souvent, ça arrive, j'ai eu un monsieur de 77 ans, ça arrive longtemps après qu'il a commencé à avoir des traitements, parce qu'on parlait d'insuffisance pulmonaire, de choses comme ça. Tant qu'il n'y a pas... Parce qu'il faisait un travail, le monsieur, c'est un concierge qui devait travailler dans un vieil édifice où tous les tuyaux sont isolés avec de l'amiante. Oui. Puis, il faisait aussi des petits travaux d'électricité, des petits travaux de plomberie. Donc, il y a eu à défaire ces choses-là. C'est jamais protégé. Puis, comme c'était pas un client à risque pour le CSST ou n'importe, ils s'en ont jamais occupé. Puis, c'est à 77 ans, finalement, que le médecin a fait une relation avec son travail. C'est un monsieur, probablement, qui est décédé aujourd'hui. Mais ça, c'est le genre de dossier qu'on va rencontrer le plus souvent. Donc, il faut que les travailleurs soient sensibilisés eux-mêmes à faire leur propre investigation. Puis souvent, c'est eux qui doivent la faire. Et le médecin et le réseau de la santé c'est pas un automatisme. C'est pas un automatisme. Il y a pas le processus diagnostique peut être long. Et à partir de là... Souvent, le monsieur va décéder, puis ça n'aura jamais été soulevé. À un moment donné, quelqu'un de la succession va nous en parler, mais là, les délais sont défoncés. Il n'y a pas eu d'autopsie parce qu'il n'y a pas eu de problème. Tu sais, ça a été diagnostiqué comme une maladie cardiaque ou pour une autre chose. C'est déplorable, mais c'est ça. Donc, la baisse de litige ou la baisse de réclamation n'est pas nécessairement synonyme que la maladie professionnelle pulmonaire n'existe pas. Il faut juste maintenant resensibiliser les travailleurs et avoir une action beaucoup plus appropriée auprès des médecins. On parlait aussi de d'autres problématiques au niveau des maladies professionnelles qu'on voit aujourd'hui. Actuellement, on fait beaucoup de sensibilisation pour... la surdité professionnelle. Oui. Puis pour les hydrocarbures, l'exposition aux hydrocarbures. Les hydrocarbures, on en retrouve tellement de domaines que j'ai peur d'en oublier si j'en nomme. Un exemple de quel secteur? Ouais? Bon, bien, ça pourrait être les distributeurs de pièces automobiles, par exemple. OK. Ils ont des gros entrepôts. Ils ont beaucoup de monde qui travaille là-dedans. Peut-être définir avant, c'est quoi les hydrocarbures? Bien, il y a le toluène, c'est un produit qui est interdit. Il y a tous les produits à base de produits pétroliers. Il y a comme les batteries d'automobile, ces choses-là, c'est de l'acide. C'est toute une série de produits. On peut retrouver la liste de ces produits-là dans l'annexe de la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles. Puis c'est on trouve ça à peu près dans... produits de l'automobile, ils en ont presque tous. Prenez les produits de plastique. Produits de plastique, il y a des hydrocarbures là-dedans. Les fabricants de pièces d'automobile en plastique, les pièces de piscine, les extrusions de plastique. Les produits solvants, peintures. Tous les solvants, les peintures. Puis les gens vont travailler avec ça. Souvent, tu vas voir des travailleurs qui n'ont même pas de masque, puis ils vont peinturer au fusil ou avec des canettes. C'est quoi les symptômes des maladies, finalement, neurotoxiques? Ça va commencer par des problèmes physiques, genre la personne va savoir qu'elle a souvent des maux de tête, une vision embrouillée. Puis souvent, ça oriente le médecin vers chercher un autre type de diagnostic parce qu'il ne réalise pas que le monsieur il est exposé à des produits chimiques. Je prends les imprimeries, c'est un dossier que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Puis dans les imprimeries, il y a toutes les encres, il y a tous les stabilisateurs, puis c'est parce que c'est pas des grosses entreprises, ils sont pas surveillés par la CSST, il n'y a pas de contrôle là-dessus, les inspections ne se font pas régulièrement, ils sont pas sujets au programme de prévention, ils ne sont pas obligés d'en soumettre non plus. Le processus diagnostique, est-ce que le réseau de la santé, les services sociaux, présentement... Ça peut prendre beaucoup de temps.
à établir. Le monsieur que je vous parle, c'est lui-même qui a trouvé, qui a fait des recherches dans la littérature, il a fait des recherches avec Internet, puis qui a convaincu finalement son médecin d'investiguer plus dans ce sens-là. Il a fait un travail, ce monsieur-là, colossal, puis il n'a pas été aidé d'aucune façon par la CSST là-dedans. Il a demandé l'aide de la CSST parce qu'il voulait avoir les fiches signalétiques. L'employeur a refusé d'y fournir sous prétexte que c'était des secrets de fabrication, ce qui est totalement faux. C'est des fiches, c'est des produits qu'on va avoir sur une tablette, ça fait qu'il n'y a pas de secret de fabrication là-dedans. On le voit aussi dans les rapports d'analyse d'air ou d'analyse de sol dans certaines entreprises. Fait que, tu sais, quand ils invoquent le secret professionnel, c'est pas un produit qu'eux autres, ils fabriquent, donc il n'y a pas de secret là-dedans. C'est un produit que n'importe qui peut acheter n'importe où. Donc, la fiche signalétique, elle vient avec le produit. D'autant plus qu'on a une réglementation là, qui oblige... Oui, depuis le début des années 90, puis c'est force de loi, puis c'est régi... c'est fédéral, mais au niveau provincial, c'est la CSST qui s'en occupe. Puis que la CSST n'assiste pas un travailleur dans ses démarches, c'était scandaleux comme tel. Là. Ça, j'ai trouvé ça terrible. Puis il a fallu que le travailleur envoie des subpénaux à l'employeur pour avoir des fameuses fiches signalétiques, connaître les produits. Puis c'est avec les fabricants qu'on a eu des fiches signalétiques. Quels sont les médecins ou les spécialistes là, qui vont avoir... Ça va être un toxicologue. Un toxicologue. Puis je vous dirais qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup dans la région de Montréal et des médecins qui sont spécialisés en toxicologie. Là. Donc, on a un problème au niveau... On a un problème de disponibilité. Un problème aussi parce que quand on rentre là-dedans, c'est complexe. Puis là, je parle des médecines au travail qui étaient dans les santé communautaires. Bien, là, on voit qu'il y a des grosses coupures là-dedans aussi. Fait que ça va nous... On avait beaucoup d'aide de ces gens-là. Au niveau des médecines communautaires, de la médecine communautaire, des centres de santé communautaires. Les médecins du travail sont pas mal tous regroupés là-dedans. Il va se passer quoi avec toutes les mesures d'austérité, on ne sait pas. Mais ces gens-là étaient déjà... Ils sont débordés. Ça fait que là... Puis comme je vous dis, on a un problème. On a un manque au niveau des toxicologues. Donc, il y a quand même une nécessité de formation. Les travailleurs et les travailleuses là, qui sont dans des secteurs visés par des maladies professionnelles pulmonaires ou des maladies professionnelles de nature neurotoxique aux hydrocarbures peuvent avoir des ressources. Il existe des ressources et la FATA, la Fédération des accidentés du travail, les travailleurs et les travailleuses peuvent vous assister, donner des formations, je crois, au niveau de médecine conseil pour accompagner les travailleurs là, dans leur cheminement pour leur réclamation. Et les maladies professionnelles sont un secteur au niveau de la protection de la loi sur les santé et les accidents de travail. Et il sera bien important, comme vous l'avez constaté, de documenter sa recherche pour une approche épidémiologique et épistémologique. Puis de ne pas avoir peur de défoncer des portes. Des fiches toxicologiques, vous avez le droit de les avoir. Puis l'employeur a l'obligation de vous fournir de toute façon. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci. Donc, on comprend qu'on a un régime de protection des travailleurs et des travailleuses, un régime d'indemnisation au niveau des maladies professionnelles, mais on a aussi une problématique importante qui est celui de l'établissement du diagnostic. C'est ça. À la fois de la part du travailleur lui-même pour identifier s'il a été exposé à des produits toxiques et si son emploi fait partie d'un emploi visé, et d'autre part au niveau des ressources d'investigation médicale qui peut lui permettre. Alors, quelle est la plus grosse problématique là, que la FATA peut soulever et quelles sont les solutions qui pourraient être apportées? Bon, le gros problème majeur, c'est la disponibilité de la médecine du travail, des spécialistes en médecine du travail, on a une belle loi, mais on n'a pas les moyens de nos ambitions. Autrement dit, je regarde les mutuelles de prévention. Une mutuelle, ils ont 27 médecins disponibles. Nous autres, on a de la misère à en trouver un. Eux autres, demain matin, ils peuvent avoir une contre-expertise en dedans de 4 jours,
Puis nous autres, il va falloir magasiner pendant 1 mois et demi pour en trouver un médecin qui va nous aider. Quand ce qu'il y avait dans les centres de santé communautaire, médecine du travail, il y a des médecins qui sont spécialisés, mais ils sont débordés. Puis là, ce qui va se passer avec l'austérité, la fameuse... on est en train de couper. Au niveau des agences, entre autres. Au niveau des agences. Puis je regardais pour la région des Laurentides, ils partent au-dessus de... Je ne me souviens pas, c'est une coupe de 100, là, puis ils vont tomber à 34. Ça veut dire moins de services. Ça veut dire plus de problèmes de réclamation. Ça veut dire... je sais pas. Je ne sais pas comment ça va. Fait qu'au niveau de la médecine du travail, donc il faut quand même de toute façon que les travailleurs sensibilisent leurs médecins traitants en premier lieu. Et deuxièmement, fassent appel aux ressources qui sont spécialisées en droit du travail ou en droit de la santé pour pouvoir être capable d'être accompagnés dans cette démarche-là. C'est comme je vous explique, on se bat à armes inégales avec les fameuses... puis je ne voulais pas embarquer là-dedans pour ces complexes, là, les employeurs ont des regroupements aujourd'hui. Puis avec ces regroupements-là, bien, ils vont chercher une expertise médicale que nous autres, on n'a pas, là. On n'est pas compétitifs là-dessus. Les fameuses mutuelles de prévention. C'est là que le bas blesse ces années-ci. J'espère qu'éventuellement, il y aura une contrepartie. Que les jeunes médecins, médecine familiale ou en médecine du travail, parce qu'un des éléments de la médecine familiale, ce sera aussi... C'est la médecine du travail. C'est la médecine du travail. Indirectement, c'est une médecine du travail Le monsieur aussi. d'en bas de 50 ans qui va consulter, souvent, c'est parce qu'il y a des problèmes au niveau de soit un accident de travail, maladie professionnelle. Il faut être conscient de ça. C'est pas juste qu'il ne va pas là pour des organes incarnés, il va là parce qu'il y a des problèmes de santé sévères. Donc, il y a des ressources qui existent. Encore une fois, la FATA est un organisme de défense et de promotion des droits en matière de santé et sécurité au travail et aide et accompagne les accidentés du travail à faire des réclamations et à soumettre les représentations devant la Commission des lésions professionnelles. Merci beaucoup. Je vous remercie. La loi sur l'assurance automobile a pour objet l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile et la réparation des lésions physiques et psychiques et des conséquences qu'elle entraîne pour les personnes victimes d'accidents d'automobile. Ce régime d'indemnisation sociale a pour but la compensation du préjudice corporel et la victime d'accident d'automobile devra s'adresser à la Société de l'assurance automobile du Québec pour obtenir les indemnités prévues par la loi. Ce régime d'indemnisation comprend le droit de recevoir des soins nécessaires au traitement et à la consolidation de la lésion, de recevoir des indemnités de remplacement de revenus et une indemnité forfaitaire pour dommages corporels. Il aura aussi droit à des indemnités pour le remboursement de certains frais d'aide personnelle, des frais de garde, des soins paramédicaux et de réadaptation. Le régime d'indemnisation de l'assurance automobile prévoit aussi des mesures de réparation pour la perte de revenus, la perte de l'emploi, l'incapacité de s'occuper des enfants de moins de 16 ans et d'une personne invalide, la perte d'une session scolaire ou d'une année scolaire, les frais occasionnés par l'accident, les frais occasionnés par le transport, l'aide personnelle et les frais occasionnés pour la réadaptation, de même que la perte de qualité de vie occasionnée par cet accident. Lorsqu'un accident d'automobile survient ou un accident de la route, la victime de la lésion doit informer son médecin qu'il s'agit d'un accident d'automobile et demander au médecin de remplir le formulaire de rapport médical et de le transmettre à la Société de l'assurance automobile du Québec le plus tôt possible. La demande d'indemnité pour dommages corporels doit être transmise à la Société de l'assurance automobile du Québec le plus tôt possible dans un délai de 3 ans à compter de la date de l'accident, du dommage ou du décès. La loi sur l'assurance automobile du Québec conserve donc un caractère éminemment social et son application doit être favorisée. Il s'agit d'un régime d'indemnisation sans égard à la faute, pouvant être imputé et sans égard à la responsabilité de quiconque. Si vous avez des questions ou des commentaires en rapport avec la capsule d'aujourd'hui, nous vous invitons à vous les faire parvenir à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran. Vous venez de participer à l'émission Justice citoyenne qui portait sur les maladies professionnelles, plus particulièrement sur les maladies pulmonaires professionnelles et sur les produits neurotoxiques.
La semaine prochaine, nous aborderons l'émission avec la loi sur l'assurance automobile du Québec. Justice citoyenne est une émission qui nous concerne tous. Ensemble, nous y serons.